Bonjour, ici Cléo Maheu. J'accompagne depuis des années des entrepreneurs et des dirigeants dans la croissance de leur entreprise. La raison d'être de ce podcast est de faire briller leur parcours souvent atypique et de comprendre la différence qu'ils font dans la vie des gens. Dans cet épisode, nous recevons Cynthia Cabis, DG de la CCITB. Vous découvrirez comment cette jeune femme visionnaire a su innover pour les membres de la Chambre et ainsi propulser les entrepreneurs d'ici tout en permettant l'épanouissement de la collectivité. Bonne écoute. Bienvenue, Cynthia Cabis, je le prononce bien, Cabis, oui, on dit le S, parfait, de la Chambre de commerce de Sainte-Thérèse de Blainville. Écoute, bienvenue. Merci. Très contente de t'avoir ici, Cynthia, puis je t'explique pourquoi, parce que je me rappelle, on est dans la région, on est dans la même région, tout ça, et je me rappelle de t'avoir vu la première fois, super énergique, tu parlais à tout le monde, une belle drive, puis je me voyais en toi, tu sais, dans le sens que, tu sais, j'aimais le côté, là, tu sais, regarde, faut que ça bouge, faut que ça avance, et je pense qu'on a exactement la même mission, soit d'accompagner le plus qu'on peut les entrepreneurs à croître, à grandir. Donc, c'est un honneur de t'avoir ici et surtout de prendre le temps. Parce qu'à toutes les fois qu'on se parle, c'est vite. Ça dure 5 minutes, tac, 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 oui, non, peut-être. Mais là, on prend le temps ensemble et j'aimerais ça commencer par apprendre à te connaître. Parce que, tu sais, je comprends tes fonctions puis tu es impliqué dans plein de choses. Puis je veux vraiment qu'on prenne le temps d'aller dans les différentes implications que tu as pour pouvoir aider nos entrepreneurs, justement. Mais j'aimerais ça avant savoir, c'est quoi ton histoire? Raconte-moi un peu qui est Cynthia. Ben écoute, c'est intimidant comme question, je trouve, mon histoire, mais je vais y aller au meilleur. Puis bon, c'est vrai qu'on est deux personnes qui on parle vite, fait que je vais essayer de prendre mon temps pour raconter tout ça. Mais en fait, moi j'ai étudié en gestion internationale. Les premières années, j'ai travaillé justement plus en international, c'est ce qui m'interpellait. Et je me suis vite rendu compte que ce qui m'interpellait, c'était d'aider localement, peu importe j'étais où. Et l'international m'amenait ce volet-là d'aider. Je travaillais au départ avec le regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec. Je travaillais je faisais les missions commerciales pour les entrepreneurs. Et ce que j'aimais, c'était tisser le lien avec les entrepreneurs. Puis une fois sur place, bon, c'était bien le fun de leur faire découvrir les différents endroits, mais ce que je voulais garder, c'était la relation avec chacun de ces entrepreneurs-là. Et puis, est venue l'occasion d'occuper le poste de direction à la Chambre de commerce Thérèse de Blainville, une région que je connaissais pas vraiment. Je venais de la Nodière. Tu vas vite à la jambe. Mais moi, je veux aller plus loin. Tu vas aller plus loin. Fait que là, tu vas vite, là. Oui. Mais là, dis-moi, tu as fait tes études en quoi? J'ai fait un baccalauréat en administration des affaires en volet international. OK. Oui, fait que c'est ça. Ça m'a permis d'apprendre l'anglais, français, espagnol. Dans le cadre de mon bac, j'avais à choisir une langue, à me propulser dans un pays. J'ai choisi... en fait, j'ai fait un échange au Danemark. Après ça, j'ai choisi plus d'essayer le Mexique. Là, ça m'a attiré. Après ça, mon stage final, ça a été en faisant une mission commerciale au Chili. Puis là, je me suis dit, OK, bon, ça, j'aime ça. Le pays chaud, là, ça m'intéresse. J'aime ça. Ah, c'est bon, j'aime ça. Puis, mais tu sais, qu'est-ce qui t'a attiré vers ça? Parce que tu as des origines égyptiennes. Oui. Fait que ton père, as-tu encore de la famille là-bas? Es-tu allé là-bas? J'ai de la famille un peu partout dans le monde, sauf en Égypte. Parce que, ma famille a quitté l'Égypte. Mon père était tout jeune là, quand il est venu s'installer ici. Il avait 7 ans pour différentes raisons, mais la famille a toute quitté l'Égypte. Ce qui fait que, possiblement, je me suis jamais posé la question, mais peut-être que c'est ce qui a amené cet intérêt-là en moi du fait que j'avais peut-être une ouverture sur le monde. J'avais de la famille en Europe, un peu partout, mais mes parents m'ont fait voyager et m'ont fait... c'était important pour eux là, qu'on s'ouvre vers le monde, que ce soit... en s'y rendant, mais aussi, par exemple, les intérêts culinaires dans les livres, de bien comprendre ça. Fait que peut-être qu'effectivement, de là est venu mon intérêt de l'international. Oui, au départ.
Fait que tu as fait tes études comme ça. Fait que là, tu as grandi ici à Montréal parce que tu disais que tu connaissais pas nécessairement la région de Sainte-Thérèse-de-Blainville. Tu as grandi où? Non, j'ai grandi à Lanaudière, Repentigny-l'Assomption. J'ai fait mes études aussi dans ce coin-là. Par la suite, j'ai quitté pour Montréal là, pour aller faire mon bac. Un petit peu plus tard, j'ai fait un MBA également à Montréal. Et puis, l'amour m'a amené dans la région des Laurentides. C'est souvent ça qui arrive. Mais tu aurais pu aussi trouver l'amour au Chili. Non, Sainte-Thérèse de Blainville. Regarde-moi ça, c'est beau. Ça. C'est exotique, tu sais. Oui, c'est ça, c'est exotique. Non, mais c'est très beau coin. Moi, je suis originaire de la Beauce, mais j'adore justement ce coin-ci parce que c'est très dynamique. Puis on va venir justement à la communauté et tout ça. Alors là, tu grandis, tu fais tes études, tu es exposé à toutes sortes de cultures, mais là, Et c'est à quel moment que tu as découvert, j'appelle ça ton X, là, mais tu sais, dire ta raison d'être, de dire, regarde, moi, là, c'est comme, ça devient clair, là, tu sais. Oui, ça fait pas si longtemps que ça, je te dirais que je l'ai découvert justement parce que je pense que cet intérêt-là pour l'international, je l'avais, mais je me suis rendu compte que je l'avais plus par culture ou pas nécessairement pour y travailler ou pour m'y développer à tous les jours, parce que l'international, ça demande quand même beaucoup de va-et-vient, de quitter tout ça. Puis, je suis en même temps quelqu'un de très familial. J'aime ça, passer du temps avec ma famille, avec mes amis. Donc, voilà. Et puis, mais il fallait que je l'explore, tu sais. J'avais besoin de l'explorer. Puis après, j'ai commencé à travailler à la Chambre de commerce et je sentais que j'avais besoin de me trouver, justement, de savoir est-ce que moi... Tu avais quel âge quand tu as commencé? Parce que tu étais toute jeune. J'avais 27 ans quand 27 ans, j'ai commencé, à titre de directrice. Parce que j'avais travaillé quelques années avant, comme au début. Et puis, mais à 27 ans comme directrice. Et puis, je me trouvais jeune, justement. Je travaillais avec des entrepreneurs. À ce moment-là aussi, c'était très masculin. C'était un petit peu plus vieux, là, quand même, les entrepreneurs qui figuraient à la Chambre. Fait que je pense que j'avais besoin de me prouver. Puis c'est là où j'ai entamé de faire un MBA pour dire, moi, je suis une généraliste. J'aimerais ça me spécialiser puis voir un peu c'est quoi mon orientation. Puis à la fin de ce MBA-là, on avait un exercice à faire, tu sais, d'introspection pour se dire, OK, maintenant que ça c'est accompli, ça va être quoi ta prochaine étape? Puis je me suis rendu compte que ma prochaine étape, c'était de continuer où j'étais parce que c'était là où j'étais épanouie. Puis j'acceptais que, justement, de travailler avec ma communauté locale, de travailler avec des gens avec qui je pouvais tisser une relation, c'était là où j'avais du plaisir. Bon, est-ce que je vais faire ça pendant 25 ans? Je ne sais pas, mais à ce moment-là, j'ai réalisé que j'essayais de me chercher, j'essayais de trouver c'était où mon X, puis finalement, j'étais pas loin d'être dessus. Tu n'étais pas loin, mais tu as trouvé le sens, puis il y a eu comme une cohérence dans ton cheminement, là, tu sais, puis dire, attends une minute, j'ai fait ça, j'ai été me faire former, MBA, encore à l'international, je pense, hein, c'est ça? Ton MBA que tu as fait, y avait-tu une vocation internationale? Non, ça fait que c'était vraiment le bac. Ouais. Là, tu fais ton MBA et là, tu retournes à la Chambre. Puis là, on est en quelle année quand tu retournes à la Chambre, là? Là, on est en 2016. 2016, ouais. OK. Fait que là, tu reviens en titre de directrice. À ce moment-là, vous êtes combien d'employés? C'est des bonnes questions que tu me poses. Je pense qu'on est rendu 6, parce que mon MBA, je l'ai fait pendant que j'étais à la Chambre, là, okay. Mais on était peut-être 6-7 à ce moment-là. Je revenais d'un congé de maternité aussi, parce que j'ai fini mon MBA, j'étais en congé de maternité. Et puis, là, c'est là... Puis, en fait, c'est vraiment vrai qu'on va se faire une thérapie ce matin, finalement, mais je pense que c'est là où je me suis dit, OK, je m'assume. Et là, c'est là où on a commencé vraiment à connaître une belle croissance, puis à s'assumer là-dedans, puis à passer de 6-7 à 15-16 aujourd'hui, puis à pouvoir travailler vraiment de façon omniprésente dans la communauté, là. Dans la communauté. Puis, à l'époque, il y avait combien de membres? Puis aujourd'hui, il y en a combien dans la Chambre?
Je ne sais pas en 2016, mais je sais que quand j'ai commencé, on était comme 350, puis là, on est rendu 1000 membres. Là, OK. Wow, le chiffre 1000, là, tu sais, fait que ça, c'est bien. Puis, ça représente combien? Tu sais, quand tu parlais tantôt, tu m'as donné un pourcentage intéressant de la communauté, là. Ça représente quoi, 1000 membres, comme ça? 1000 membres, en fait, on a 2800 places d'affaires dans la MRC, donc près de 30 là, tu sais, de la communauté entrepreneuriale, là. Fait partie de la Chambre de commerce. Oui, exact. Puis le portrait des membres, tu sais, comment tu les décris? Tu sais, as-tu un peu de démographie, de dire, tu sais, parce que ça a sûrement évolué aussi depuis le temps? Oui, super gros évolué. Ben, en fait, on a 20 de nos membres qui ont moins de 35 ans, parce qu'on a créé une aile jeunesse en 2008 pour aller les chercher, ce qui est représentatif de la démographie de la région. Fait que ça, on est super fiers. Mais également, on a créé, il y a 3 ans, un volet femmes en affaires pour aller chercher les femmes qui voulaient s'impliquer davantage. Et là, on atteint, depuis quelques semaines, 50 de notre membership est féminin. Puis, fait qu'on a la parité. Fait que ça, on est super fiers de ça parce que c'était pas, tu sais, on était peut-être à 10 là, de membership féminin il y a quelques années. On avait peut-être 1 ou 2 femmes sur notre conseil d'administration sur 20 personnes. Là, on est dans la zone paritaire au niveau de notre conseil d'administration. Donc, tu sais, ça, c'est des belles avancées, je trouve, de savoir que autant les jeunes, les femmes se trouvent une place à la Chambre de commerce et même on travaille des projets aussi avec le volet immigration. Donc, on veut être ouvert sur la communauté puis ça passe notamment par notre gouvernance puis par notre membership, là. Exactement. Fait que ça, c'est wow. Ça fait que on peut dire que la Chambre de commerce a vécu de l'hypercroissance dans les dernières années pour suivre les entrepreneurs de la région puis s'adapter. Moi, j'ai trouvé ça comme extraordinaire quand la pandémie est arrivée. Puis je me rappelle plus à qui j'avais parlé. Je pense que c'est Valérie. Tous les messages que vous envoyez journaliers pour donner les informations aux entrepreneurs. Puis ce que j'ai su, c'est que les autres chambres comme s'inspiraient de vous pour faire leur propre message dans leur chambre de commerce. Puis on s'entend, vous êtes une petite équipe, mais votre support est incroyable. Fait que, puis là, j'aimerais ça que tu nous expliques c'est quoi le fonctionnement de la chambre versus le conseil d'administration. Tu sais, c'est où viennent les idées, les décisions, les alignements stratégiques? Qu'est-ce qui est sous votre contrôle? Qu'est-ce qui est décidé avec la gouvernance? Juste comprendre comment ça fonctionne. Bien, le conseil d'administration a vraiment un rôle de gouvernance stratégique. Donc, d'aligner l'organisation sur la vision long terme, où est-ce qu'on veut se positionner. Puis au niveau de l'équipe de la permanence, bien, on gère vraiment le quotidien, les opérations. Donc, évidemment, mon conseil d'administration, ce sont des entrepreneurs qui sont bénévoles. Donc, c'est sûr que pendant la pandémie, ils ont aussi été hyper débordés par tout ce qu'il y avait à faire, mais c'était super facile aussi en même temps d'avoir leur pouls puis de savoir de quoi ils avaient besoin parce que ils ont été très généreux de ces informations-là, ce qui nous a permis rapidement de mettre en place les opérations nécessaires, mais dans le temps de pandémie, mais comme en temps normal, au niveau de l'équipe, on va travailler, une fois qu'on a les orientations sur la vision du conseil d'administration, on va travailler tout ce qui est le plan d'action, le plan d'opération, les plans de travail pour chacun des volets à l'interne. Et on s'est fait 4 équipes de travail, dans le fond, dans notre équipe. Et chaque équipe de travail a son plan de travail ou ses objectifs, ce qui nous permet, à chaque trimestre, de voir un petit peu, grosso modo, on est où, de réaligner les choses. Et on présente ça au conseil d'administration. Donc, évidemment, si le conseil d'administration veut réaligner des orientations, peut le faire. Mais sinon, c'est vraiment au niveau de l'équipe de travail qu'on met en place les actions. Mais mettons, quand tu dis, tu sais, on a parti Nel Jeunesse, on a parti... Oui. Ça, c'est-tu des idées qui viennent de l'équipe, ça? Oui, ça, c'est des idées qui viennent de l'équipe parce que j'ai une équipe, mais qu'on va présenter au conseil d'administration, qui vont adopter. Mais je veux dire, c'est vous autres qui avez cette belle drive-là, de vous adapter puis d'être créatif. Ben oui, parce que j'ai une équipe hyper connectée sur le plancher, mais hyper connectée sur les entrepreneurs qui leur parlent de façon quotidienne. Ce qu'on a fait, c'est à chaque fois qu'on créait un groupement ou une aile, on attitrait un agent de liaison, donc une personne au niveau de la permanence qui s'occupait vraiment de leur dossier. Donc, c'est
à chaque fois que, par exemple, quelqu'un de l'aile jeunesse a un enjeu, il parle avec Véro. Fait que Véro, elle connaît bien les enjeux de l'aile jeunesse. Fait que quand on a mis en place un nouveau projet, un balado, ben elle sait que oui, ça va les intéresser, ça va les interpeller. Puis après ça, ben, on veut créer une page ou on crée un Instagram, ben c'est Véro qui s'en occupe. Puis après ça, même chose pour le groupement des entreprises de Sainte-Thérèse, ben c'est Caro. Fait que ce que ça nous fait, c'est qu'on a vraiment des personnes contacts qui connaissent bien, qui connaissent très bien leur milieu. Fait que quand on se fait une rencontre puis on dit c'est quoi les besoins, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, ben j'ai mes experts, là. OK, tu as tes experts qui sont impliqués, qui sont dans le quotidien puis tout ça. Oui. Puis, tu sais, en termes de calendrier puis d'activité puis tout ça, tu sais, est-ce que tu sais, comment vous définissez tout ça? Parce que vous en faites des choses, vous êtes très, très, très proactif, tu sais. Fait que je suis juste curieuse de voir la planification de tout ça. Ben justement, comme on a chacun de nos experts ou nos agents de liaison pour chaque chose, tu sais, en équipe, ils vont dresser une programmation, bon, par exemple, l'équipe des ailes ou l'équipe expérience client ou l'équipe plus soutien aux entreprises vont dresser leur programmation. Puis par la suite, j'ai une personne en charge de la programmation qui va s'assurer que les dates concordent puis que ça fonctionne bien. Mais ça se fait relativement bien. Ça se fait naturellement bien. Et puis, évidemment, c'est sûr que si on a une activité de la programmation des ailes qui est en même temps que celle, par exemple, du réseautage, ben c'est correct parce qu'on n'a pas nécessairement le même public qui va assister aux mêmes événements. On a travaillé fort à bien identifier c'était qui nos personas à la chambre, c'était quoi leurs besoins, parce qu'on a ciblé là, 4 à 5 grands besoins. Donc, quelqu'un qui son besoin premier, c'est le réseautage, ben c'est peut-être pas la personne qui va assister au dîner économique avec les ministres. Fait que ça, on s'est permis que ça se peut que les événements coïncident parce que c'est pas nécessairement le même objectif qu'ils vont aller rechercher à la Chambre de commerce. Là. OK, je comprends. Puis c'est quoi les 4 grands thèmes, justement, les 4 grands besoins? Tu as parlé de réseautage, Bien, le premier, c'est ça. Ce qu'on voit, là, majoritairement, les gens veulent bâtir des relations d'affaires. Donc, que ce soit des collaborations, des fournisseurs, des clients, là, veulent vraiment bâtir leur réseau. En deuxième lieu, ils veulent se faire outiller, s'informer et on a séparé à ça ceux qui veulent développer leurs compétences parce qu'il y en a qui vont vraiment être là pour tout ce qui est la programmation au niveau des formations, des capsules d'information. En quatrième lieu, on a ceux qui veulent faire rayonner leur entreprise ou influencer collectivement, par exemple, avec les positions publiques qu'on va prendre, donc veulent s'impliquer dans ce volet-là de rayonnement ou d'influence collective. OK. Puis là, dans tous ces volets-là, ça, tu gères-tu de ta façon comme par les comités ou encore une fois, tu sais, c'est comme, tu as encore des gens dédiés là-dessus à chacun de ces pôles-là? Comment ça fonctionne? Chacun des grands besoins, c'est mes 4 équipes. Dans le fond, c'est tes 4 équipes. Et chaque équipe a des gens de l'interne qui sont associés à l'équipe, mais il y a également des comités de travail. Et les comités de travail vont être pilotés par une personne du conseil d'administration qui va faire un bilan au conseil d'administration à chacun des conseils. Là. OK. Puis de quoi tu es le plus fier dans les dernières années? Je pense que ce qui a été un élément déclencheur, ça a été la création du GES, qui est le groupement des entreprises de Sainte-Thérèse. À ce moment-là, la Chambre de commerce était présente dans le milieu, mais il y avait beaucoup d'associations qui étaient différentes. On avait une aile jeunesse à ce moment-là avec un modèle. Et le fait d'avoir accéléré la création du groupement des entreprises, ça n'a pas été facile parce que certains sur le conseil d'administration pouvaient dire, bien là, pourquoi qu'on crée un autre groupement, même notre chambre? C'était pas un modèle qui existait à travers le Québec pour les chambres de commerce. C'était un peu à contre-courant, mais on a travaillé fort pour que ça arrive et que ça aboutisse. Puis là, aujourd'hui, le GES, ça va faire 7 ans. C'est un modèle qui fonctionne hyper bien. Et ce que ça fait, le groupement des entreprises, c'est qu'on met ensemble, dans le fond, les entreprises de Sainte-Thérèse qui sont plus commerciales, parce que souvent, là, on voit la chambre de commerce comme la chambre de commerce, c'est les entreprises industrielles, puis c'est les grandes entreprises, puis ce qui n'est pas le cas. Là, on sert du travailleur autonome à la grande entreprise. Mais en faisant ça, on s'est connecté sur le commercial, sur les enjeux des entreprises de proximité, puis on a été capable de développer des plans d'action pour développer des projets collectifs ensemble, mettre ensemble des entreprises pour développer des choses qui peuvent servir leurs intérêts. Puis tantôt, on le disait, là, je suis une personne de communauté, fait que moi, le projet collectif, ça me stimulait au maximum. Mais en ayant créé ça,
après ça, toutes les choses ont déboulé. Parce que là, en ayant créé ça, on s'est rendu compte que ça fonctionnait. Il y avait l'Association des gens d'affaires de Rosemère qui a dit « Ah, bien ça, c'est intéressant comme modèle, on pourrait se coller à la chambre. » Fait qu'ils ont intégré la chambre. Mais ils sont restés à part entière la gare, mais au sein de la chambre. Après ça a été la même chose avec Boisbriand. Puis après ça, on a créé Femmes en affaires. Puis là, on est en train de créer la même chose avec une aile avec Industriel. Fait que c'est sûr que c'est un modèle qui n'existe pas ailleurs au Québec, mais dont je suis assez fière parce que ce que ça nous permet, c'est de dire que oui, collectivement, on a une grande communauté, mais on va cibler les besoins particuliers de chacun et on va les servir de façon personnalisée, notamment avec nos agents de liaison. Fait que je pense que la création de ça, d'avoir poussé sur ça, qui était à ce moment-là peut-être un peu risqué, mais qui nous a permis de déployer le modèle qu'on a actuellement puis qui fonctionne super bien. Et certains vont dire oui, mais tu multiplies tes efforts. Moi, j'ai plutôt la façon de voir qu'au contraire, je personnalise mes efforts. Puis ce que je fais avec le geste, c'est pas obligé d'intéresser ce que je fais avec la jeunesse. C'est eux que je veux servir. Bien, tu sais, du commercial, on parle du business to consumer, donc des besoins très différents qui peuvent être jumelés. Après ça, tu sais, tandis qu'un industriel qui est du B2B, c'est complètement différent des besoins. Mais ça, c'est brillant, par exemple, de personnaliser. Puis, on s'entend-tu que c'est un des trends aussi? C'est une des grandes tendances qu'aujourd'hui, l'entrepreneur n'a pas de temps à perdre. Puis il veut aller à quelque part, puis il veut pas... c'est plus comme avant, là, je vais faire 10 événements, puis peut-être m'avoir une carte d'affaires. Non, c'est ça. C'est comme, où c'est que je m'en vais, puis c'est où que c'est payant. Là, le retour sur l'investissement, il faut qu'il soit rapide. Fait que ça doit amener cet élément-là aussi, là, tu sais. Bien, tout à fait. Puis le modèle des chambres de commerce a quand même évolué. Tu sais, avant, on le voyait vraiment comme, je vais aller chercher des cartes d'affaires, puis on va à la chambre de commerce le samedi soir, tu sais. Mais maintenant, les gens veulent faire partie d'une communauté, puis ils veulent avoir un soutien, puis un support. Fait que c'est pas juste aussi d'aller chercher des cartes d'affaires. Exact. Donc ça nous permet d'exploiter ce modèle-là. Ce modèle-là. Puis c'est mon amie Marie-Noël qui était, oui! qui était présidente la dernière année. Là, je pense que c'est 1 an, hein, la présidence. C'est 2 ans. Elle a fait 2 ans. Déjà 2 ans. C'est Marie-Chantal qui a commencé. Ouais. Marie-Chantal, ça, c'est le fun. Ouais. Fait qu'encore là, tu as des entrepreneurs qui vont s'investir pour gérer ces différentes unités-là, qui vont donner de leur temps. Ben oui, puis ça, c'est beau de voir ça. C'est un bon point que tu amènes parce que nous, on a beau avoir toutes ces idées-là folles, là, mais tu sais, il faut que les gens y embarquent. Oui. Fait que là, on crée ça. Évidemment, c'est sûr que les premières années, on prend le téléphone, puis on est sur le terrain, puis on essaie de mobiliser les gens. Puis après ça, on met en place un projet collectif. Puis là, les gens regardent ça aller, ben c'est le fun, moi aussi, je vais en faire partie. Puis là, ça embarque. Mais là, c'est rendu que, justement, les gens, au bout de leurs 2 ans de présidence, ils aimeraient ça rester pour une 3e année, mais on peut pas parce que là, il y a quelqu'un d'autre qui est en arrière, puis il y a une autre personne en arrière, puis il y a cet intérêt-là de vouloir justement prendre les présidences, puis s'impliquer sur les comités, puis on riait, mais on avait une histoire avec un entrepreneur qui, au début, là, voulait rien savoir, puis il nous disait, là, quand vous allez faire ça pendant 2 ans, puis 3 ans, puis que ça va marcher, là, ben là, je reviendrai. Puis je dis, parfait, tu sais. Fait qu'au bout de 2 ans, puis 3 ans, puis ça fonctionne, puis il dit, bon, ben je vais tenir parole, puis je vais embarquer, puis aujourd'hui, c'est notre entrepreneur qui est impliqué sur tous les comités du geste, tu sais, puis il est là partout, puis il est super impliqué, puis tout ça. Puis là, je parle beaucoup du geste, mais ça fonctionne bien avec la gare, puis le RGAB aussi, mais justement, le geste, récemment, ça crée tellement une communauté forte, puis évidemment, on a eu de la collaboration de plein de partenaires, la ville, etc., tout ça, mais là, récemment, on a lancé une campagne de la communauté des entreprises, des entreprises industrielles ou de services qui ont eu des bonnes périodes, parce qu'il y a des entreprises qui ont eu des bonnes périodes pendant la pandémie, mais qui n'ont pas eu à dépenser des budgets de frais de représentation parce que les restaurants étaient fermés, puis de leur dire, prenez ces budgets-là, puis réinvestissez-les en certificats cadeaux pour des restaurateurs de la région fermée. Bien, ça a hyper bien répondu. On est rendu à près de 20 000 présentement, puis ça fait 2 semaines là, que ça a été lancé. Fait que c'est des entreprises de Sainte-Thérèse qui parce que justement, ils croient leur communauté locale, ont acheté des certificats cadeaux de différents restaurants, ont donné ça à leurs employés pour continuer à faire rouler l'économie locale. Fait que je pense que c'est ce sentiment-là que les gens ont voulu embarquer dans le mouvement avant la pandémie. Fait que quand on arrive des moments plus difficiles, là, tu te sens encore plus les cours. Écoute, tu me dis, j'ai des frissons, tu sais, c'est tellement wow, là, tu sais. Puis on a besoin de ça. Je pense que c'est la seule façon, en fait, de passer au travers de tout ça. Là, on peut plus être, malgré le côté isolé d'être chez nous, il faut penser collaboration, communauté, puis contribution, surtout, là, tu sais. Fait que ça, c'est une belle initiative qui marche bien. Oui. Ah, puis il y en a eu d'autres. Boisbriand-Rosemère, on a travaillé avec le site de sociofinancement québécois La Ruche pour lancer des bons d'achat, donc avec la collaboration des fonds d'initiative économique de la Ville de Boisbriand et de la Ville de Rosemère.
pour chaque bon de 20 mais il y avait un 10 de plus. Donc, moi, j'achète un bon, ça me coûte 20 je reçois 30 à dépenser dans un commerce de Boisbriand ou de Rosemère. Donc, au total, on a ramassé 75 000 qui a été vendu en l'espace de 10 jours. C'est parti super rapidement. Donc, des citoyens qui ont acheté des bons pour acheter localement. Donc, 75 000 là, 20 000 au niveau des restaurateurs. Bon, il y a eu des boîtes cadeaux avec des produits locaux qui ont été faites également. Il y a eu des campagnes de sensibilisation pour l'achat local des restaurateurs. Donc, il y a eu plein de projets, mais ces projets-là, maintenant, sont issus de ces comités de travail-là hyper implantés, puis il y a des bonnes idées qui arrivent. Fait que nous, notre travail, c'est de mettre en œuvre ces idées-là qui viennent de plein d'entrepreneurs créatifs autour de la table qu'on a réussi à mobiliser puis à impliquer et engager. Fait que nous, notre travail est le fun. Maintenant, on met en œuvre les belles idées qu'on reçoit et on voit le succès qui se déroule. Parce que là, c'était bien de partir ça il y a 2 ans et demi, pareil, 2-3 ans, tu sais, d'avoir ces comités-là en place parce que là, ils prennent tout leur sens pendant la pandémie encore plus. Oui, puis même, on s'est posé la question à un moment donné, on s'est dit, est-ce qu'ils vont continuer à s'engager là pendant les premiers mois? Parce que je comprends que tout le monde avait beaucoup d'enjeux, mais non, ils ont continué et même encore plus, ils voulaient, tu sais, un peu comme ce que tu disais d'entrée de jeu, ils voulaient faire une différence, ils voulaient aider, participer également, même s'il y en a que ça allait pas super bien. Là, tu sais, on parle de la nouvelle présidente du GES, Marie-Chantal, là, elle est propriétaire d'un restaurant-bar, là, donc évidemment, c'est sûr que c'était pas évident pour elle, mais elle a décidé quand même de faire des bonnes actions pour sa communauté, là. C'est ça. Mais puis je pense que, tu sais, à un moment donné, c'est quand le vent va changer, bien, les gens vont penser à elle aussi. Tu sais, c'est donnant-donnant à un moment donné. Là, puis ça, je l'ai entendu beaucoup de certains dernièrement qui m'ont dit « Ah là, je me rends compte, c'est quoi toute la portée de s'impliquer puis de s'engager? » Parce que je le faisais pas pour ça initialement, mais là, je vois, là, je suis émue du support que la communauté me donne. Parce que, justement, eux autres aussi se sont impliqués dans leur communauté avant la pandémie, là. C'est ça. Fait que là, tu as parlé des regroupements des entreprises, des différents secteurs. On a parlé des succès là-dedans. L'aile jeunesse. Oui. Parle-nous un peu de l'aile jeunesse, les bons coups de l'aile jeunesse. Bien, l'aile jeunesse, c'est une aile super dynamique qui regorge d'idées nouvelles. Donc, on a travaillé avec mettre en place un balado gonflé à bloc pour faire valoir justement les succès, comment les histoires de nos entrepreneurs à succès pour inspirer l'aile jeunesse. Il y a différentes activités aussi pour les aider à développer un premier réseau, intégrer un réseau, parce qu'on sait que c'est tout le temps la marche la plus haute à traverser, c'est commencer. Quand on commence à se développer un réseau, après ça, ça fait boule de neige, mais la première marche est plus difficile. Fait qu'on a différents programmes pour les aider à faire ça, mais on travaille beaucoup aussi avec le réseau M pour mettre en place le mentorat d'affaires pour soutenir nos jeunes entrepreneurs et moins jeunes entrepreneurs. Il n'y a pas d'âge nécessairement. Ce qu'on voit, c'est que le mentorat est surtout utilisé en début d'entreprise ou à certaines périodes de croissance où là, on a besoin d'un mentor pour s'équiper en savoir-être sur une nouvelle étape de notre entreprise. Et ça fonctionne hyper bien. On a 30 mentors dont tu fais partie, donc des mentors hyper dynamiques qui veulent bien donner de leur temps pour supporter nos jeunes entrepreneurs. Il y en a, on est 30 mentors, mais on a combien de mentorés au total? Sais-tu, t'as-tu le nom? C'est cyclique parce qu'un mentor peut faire une année ou 2 années, mais on en a toujours environ une quarantaine là, qui roulent en même temps. Okay. Mais bon, au bout d'1 an ou 2 ans, on leur invite à voir est-ce qu'ils veulent changer de mentor ou voler de leur propre aile ou reprendre un mentor dans 2 ans ou 3 ans parce que le but du mentorat aussi, c'est d'amener la personne à se déployer finalement. Donc, et on manque pas de demandes. Là, on s'est rendu au point où il faut recruter peut-être des nouveaux mentors parce qu'un mentor dédié et dynamique ne peut pas prendre 3 mentorés ou 4 mentorés. Il peut en prendre 2, des fois il peut en prendre 3, mais si tu veux vraiment bien consacrer son temps, là, normalement, c'est rare un mentor qui va en prendre 4 là, mentorés. Là. Non, moi, c'est ça. J'en ai 2 par année. Moi, ça fait peut-être 10 ans. Moi, j'étais au tout début. Là, j'étais dans les premiers mentors c'est Martin Thibault qui m'avait amené là-dedans. Il m'avait dit, Cléo, là, j'étais là, ben non, je suis bien trop jeune, je fais pas ça. Il dit, non, viens, tu sais. Puis finalement, j'ai adoré ça parce que pour moi, c'est un défi
parce que être mentor, j'avais tout suivi vos cours, tu sais, avec la Fonds canadien d'entrepreneurship et tout ça. Puis, tu sais, c'est pas du coaching, là, tu sais, c'est du mentorat. Tu écoutes, tu poses des questions, tu t'impliques pas, tu sais, c'est eux qui amènent les réponses, tout ça. Fait que ça a été un beau challenge. J'ai vraiment aimé ça. Puis, j'en ai encore. J'ai Marie-Claude Duquette que j'adore. J'ai Christine. Fait que, tu sais, j'ai garde peut-être 1, 2, 3 ans, tu sais. Puis, après ça, tu sais, j'ai Éric Dufour que lui, justement, vole de ses propres ailes, tu sais. Fait que c'est tellement puissant redonner à la communauté comme ça, là. C'est puis comme... Tu sais, je sais pas, puis souvent les mentors nous disent, autant que je donne, autant que sûr. Moi aussi, j'apprends à chaque fois. Tu sais, c'est incroyable, incroyable. Puis, tu sais, moi, dans le fond, j'ai commencé ça un peu aveuglement, mais tu sais, je voudrais jamais, pour rien au monde, arrêter ça parce que, tu es dans le one-on-one. Tu sais, moi, dans mon coaching, je fais des coachings d'équipe. Là, tu es dans l'intimité avec quelqu'un qui se confie à toi. Tu sais, c'est comme tu veux juste comme l'aider, tu sais. Puis, finalement, quand tu vois leur succès, puis qu'ils reviennent, hey, je l'ai fait, puis ça a marché, puis tu sais, tu vois, au bout d'un an, c'est comme... Ah, wow. C'est valorisant. C'est encore plus... Oui, c'est vraiment... Il y a quelque chose de magique qui se passe dans cette relation-là que j'adore. Ouais, parce que les témoignages qu'on a des mentorés, c'est... Des fois, le mentor a vraiment fait toute la différence. Là. Entre même des fois, je continue mon entreprise ou j'arrête. Oui, vraiment. Non, c'est ça. Ben, mais tu sais, moi, je vois des gens c'est ça, là, tu sais, qui ont comme complètement changé. Ils ont pensé à eux, ils ont pris soin d'eux. C'est comme... Alors, c'est vraiment génial. Non, j'avais déjà fait même une entrevue avec Éric, puis on parlait de lui, son rôle de mentoré, moi, mon rôle de mentor, comment qu'on vivait ça. Fait que il y a quelque chose. Mais là, tu viens d'être nommée par rapport au mentorat. Peux-tu m'expliquer c'est quoi exactement? Oui. Présidente, dans le fond, du Conseil régional de mentorat des Laurentides. Donc, par ce rôle-là, je représente la région des Laurentides au Conseil national du Réseau M. Donc, le Réseau M, qui est un organisme québécois. Et dans chacune des régions administratives du Québec, il y a un conseil régional. Donc, moi, je suis nommée présidente de celui des Laurentides pour représenter les cellules de mentorat des différentes MRC des Laurentides. Donc, j'aurai dans les prochaines semaines, justement, l'occasion de parler avec des mentors, les coordonnateurs, des responsables des cellules pour bien comprendre les objectifs de chacune de ces cellules-là, puis arriver à amener encore plus loin les cellules, les consolider ou ceux qui ont besoin de consolider, puis faire croître celles qui ont le vent dans les voiles pour la région des Laurentides. Donc, c'est un défi qui me stimule beaucoup parce que j'ai participé à la création du Conseil régional des mentorats des Laurentides il y a 10 ans et je croyais beaucoup au mentorat et on avait fait beaucoup de démarches. Par la suite, bon, j'avais... moi, je crois beaucoup à mon équipe, hein, fait que toi, tu côtoies plus Marie-Ève qui s'occupe de la cellule de mentorat, fait que c'est vraiment elle qui s'occupait de tout ça. Et puis récemment, il y avait besoin d'une présidence et puis on m'a rappelé, on a discuté, puis j'ai dit, écoute, j'y crois tellement au mentorat que je peux pas refuser cette occasion-là. Donc voilà. Donc là, on aura ce défi-là d'amener les Laurentides encore plus loin, de mieux outiller les mentors et particulièrement en temps de pandémie. On a fait un virage, là, quand même. Le mentorat se fait de façon virtuelle. Il faut adapter certains outils aussi au virtuel, adapter certaines politiques. Donc je commence, là, tout juste le mandat. J'ai fait mon premier conseil national la semaine dernière. C'est bon, ça. Ben, c'est bon. Puis, tu sais, là, je t'écoute, mais... tu sais, je pense qu'on a la même passion de réellement vouloir aider. Puis évidemment, il y a plein d'opportunités et de demandes qui s'offrent à nous, là, tu sais, d'opportunités qui s'offrent à nous. Puis est-ce qu'on dit oui à ces demandes-là? Mais tu es une maman d'un beau grand garçon de 4 ans. Oui. Alors, comment tu combines tout ce temps-là, tu sais? Parce que moi, c'est un défi, tu sais, d'avoir cette fameuse équilibre-là. Là, tu sais, je suis tellement drivée par la passion d'aider qu'à un moment donné, je m'oublie de m'aider moi. Là, tu sais, fait comment tu gères ça, cet équilibre-là de vouloir être impliqué, donner, mais tout en étant très famille, ce qui est une de tes valeurs? C'est un défi de tous les jours, je pense. Oui, hein? J'ai le oui facile, là, ça c'est vrai, mais je suis capable de dire non quand je sais que ça va être... c'est sûr que si je prends une implication, je vais vouloir la faire... au maximum de ce que je suis capable de faire. Je pense par contre qu'on est arrivé à un certain niveau aussi dans l'organisation où j'ai tellement une belle équipe, super dynamique, hyper bien, tu sais, très compétente que je suis capable de me libérer pour pouvoir occuper ces fonctions-là qui sont en même temps
hyper, qui rapporte aussi en même temps pour oui, mon ça organisation. Alimente, là, ça vient alimenter. Oui. Fait que ça peut faciliter même des démarches pour l'organisation. Mais je pense que c'est un défi. C'est un défi quotidien là, d'avoir à gérer le temps. Mais je te dirais que j'y arrive bien. Puis c'est important pour moi d'avoir mon moment famille. Puis ça m'est arrivé là, de devoir cesser certaines implications parce que j'y arrivais pas ou à certains moments. Je te dirais que c'est très rare que je vais prendre en fait, jamais je vais prendre des implications qui vont toucher ma fin de semaine. Tu sais, la fin de semaine, ça, c'est à moi. Là, tu sais, mais bon, la semaine, si faut que je m'implique le soir, bon, récemment, je suis allée emballer des cadeaux pour une autre organisation, etc. Mais c'était le soir de la semaine, ça va. Mais la fin de semaine, je suis vraiment dédiée à ma famille. Là. Fait que, au moins, tu as un horaire qui te permet de, tu sais, à quelque part, tu coupes, là, tu sais, puis tu vas te oui, je pense que c'est important. Tu sais, on dirait que le mardi soir, ça va, là, mais le samedi matin, je vais être avec mon garçon. Oui, c'est ça. Puis quel a été l'impact, tu sais, de ton point de vue, tu sais, dans le fond, avec ton équipe, ce que vous avez observé, là, l'impact de la pandémie sur les entrepreneurs? Qu'est-ce que vous observez justement dans cet équilibre-là? Là, on parle souvent de charge mentale, tu sais, qu'est-ce que vous observez? Bien, au départ, là, quand ça a commencé au mois de mars-avril, tout le monde était vraiment dans un grand sprint. Là. L'adrénaline était là. Il y en a que, justement, je pense qu'ils ont rencontré une nouvelle drive. Il y en a qui ont vraiment pris des prises de conscience importantes puis qui ont fait des changements importants aussi pendant les premiers mois. Là, l'automne, on a senti que le sprint devenait un marathon, fait que les gens étaient un petit peu plus épuisés. J'ai hâte de voir, c'est un grand mot, là, en tout cas, de constater quels seront les prochains mois sur la santé mentale des gestionnaires et des entrepreneurs. On peut s'accrocher peut-être à un petit espoir que le vaccin s'en vient, mais je pense que un marathon, on peut difficilement commencer ça par un sprint, tu sais, fait que c'est là où la fatigue commence à s'installer. Ça reste qu'on a vu des gens qui ont fait des grands virages, des grands changements, puis ça reste qu'il y a eu des changements hyper positifs aussi. Il y a des changements qui auraient pu s'opérer sur 2 ans, 3 ans, qui se sont faits en 2 mois. Donc, il y a des choses hyper positives qui sortent de ça. Puis je pense que tout le monde réussit quand même à identifier les éléments positifs, même s'il y a eu bien du négatif. Il y a eu des éléments positifs qui sont sortis de ça. On a eu des entreprises qui ont été complètement fermées, puis ça, c'est difficile là, pour elles. Là. C'est de voir toutes ces années de travail-là. On pense aux restaurateurs, à certains, les jeux d'évasion, etc., tout ça. Mais il y a des entreprises qui font vraiment des bonnes affaires aussi, puis qui profitent de cette tendance-là d'acheter local. Il y a des entreprises qui font 4 fois leur chiffre d'affaires parce que les gens ont cette sensibilité-là de dire, bien, tu sais quoi, plutôt que d'acheter mon chocolat qui vient de l'Amérique, bien, je vais des États-Unis, bien, je vais l'acheter localement parce qu'il est fait à Sainte-Thérèse. Donc, il y a des choses intéressantes qui ressortent. Récemment, on a eu les données aussi là, de la part de la BDC, ministère de l'Économie. Il n'y a pas plus de fermeture ou de faillite d'entreprise qu'il y en avait par les années passées. Fait qu'on s'encourage à dire que les mesures qui ont été mises en place nous permettent de soutenir les entreprises jusqu'à présent, mais les prochains mois nous le diront certainement ce que ça en sera la conclusion, là. C'est ça, oui. Je recevais justement Jocelyn Rioux la semaine passée sur le podcast, puis il expliquait justement qu'au début, lui est très impliqué au niveau des banques, puis tout le monde se préparait à justement gérer le volet, plus peut-être difficultés financières, tu sais, problème d'insolvabilité et tout, mais que là, finalement, au contraire, il y a beaucoup j'ai le mot anglophone, de merge and acquisition, là, mais tu sais, beaucoup de fusion-acquisition qui se passe en ce moment. Il y a comme une espèce d'engouement non prévu, qu'on aurait pensé que ça aurait stagné, mais effectivement, ça bouge beaucoup, beaucoup. Puis ça, c'est intéressant. Donc, comme tu dis, c'est positif, mais effectivement, moi, je sens que les gens sont fatigués, fait que j'espère que le fait qu'on ne puisse pas avoir un vrai Noël va nous permettre de nous reposer et tout. Là, est-ce qu'on a couvert toutes les facettes de la Chambre de commerce, dans le fond? Je veux juste être sûre, parce que c'est une belle chambre très active. On a parlé des jeunes, on a parlé des entreprises, des regroupements d'entreprises,
entreprises, on a parlé du mentorat. Oui. Je te dirais que le volet, peut-être qu'on n'a pas parlé, c'est le volet soutien aux entreprises, qui est le volet qu'on a fait aussi exploser davantage dans le cadre de la pandémie, où on a une panoplie d'offres, de programmes et d'outils pour soutenir les entreprises, que ce soit au niveau du recrutement de la main-d'œuvre, qui était, on se rappelle, avant le mois de mars, le grand enjeu. Pour certains secteurs, qui est encore un enjeu important, on parle des entreprises manufacturières en transformation alimentaire, la main-d'œuvre, c'est pas facile, ça l'était encore moins cet été quand il y avait la PCU, tout ça, le recrutement, c'était hyper difficile. Donc, ça, on a différents programmes pour ce volet-là. On travaille beaucoup avec des programmes pour favoriser l'accueil de travailleurs immigrants dans la région pour certains secteurs où il y a une pénurie de main-d'œuvre. Donc, j'ai 2 coordonnatrices soutien aux entreprises à la Chambre qui s'occupent de mettre en place ces programmes-là. Par exemple, pour favoriser aussi l'accueil de stages en entreprise. On a aussi tout le volet améliorer les compétences numériques et réseaux sociaux des entreprises, donc différentes ententes aussi qu'on a avec Service Québec pour déployer ces compétences-là au niveau de la Chambre et différentes formations également qu'on met en place pour améliorer les compétences des entreprises sur différents sujets. Notre force, c'est encore, je reviens avec la communauté, c'est que contrairement à plein d'organismes qui vont offrir de la formation, ce qu'on va faire la formation, c'est qu'on va la faire en groupe, puis on va toujours essayer de miser sur l'effet de groupe ou l'effet d'échange, de co-développement entre les gens, et on va utiliser souvent de nos membres qui vont former d'autres membres, puis créer des liens entre ces personnes-là pour qu'ils puissent continuer à faire ensemble dans le futur, là. Exact. Est-ce que, parce que là, tu sais, je me dis, là, on est très local parce qu'on vient les deux d'ici, mais tu sais, quand on parle de chambre de commerce tout court, là, tu sais, dans les différentes régions, tu sais, comment, mettons qu'on prend chambre de commerce versus entrepreneur, bien, peu importe la chambre de commerce, c'est sûr que toi, tu nous donnes le détail de celle que tu gères actuellement, mais tu sais, ça fait que les plus grands bénéfices pour un entrepreneur, c'est en fait quelqu'un qui débute ou qui a besoin d'aller chercher d'aide, ça devrait être la première porte où il cogne. Bien, clairement. Puis en plus, souvent, puis on parle beaucoup, on associe, même moi, j'utilise beaucoup le mot entrepreneur là, pour une chambre de commerce, mais on pourrait dire, tu sais, gens d'affaires ou chef d'entreprise ou gestionnaire, parce qu'on a beaucoup d'entrepreneurs aussi qui s'impliquent à la chambre et qui y trouvent plein de bénéfices de par l'effet de communauté, parce que souvent, on peut se sentir seul comme gestionnaire, comme entrepreneur, comme entrepreneur, mais quand on échange avec d'autres, on se rend compte que, tu sais, finalement, je vis peut-être la même chose que lui vit, puis en échangeant ensemble, on peut se trouver des solutions, et souvent, on parle de bâtir un réseau d'affaires, puis les gens vont dire, moi, j'ai pas de clients à aller chercher. Oui, mais ton réseau, c'est pas juste pour avoir des clients, tu sais, c'est pour avoir des collaborateurs, c'est pour avoir des gens à qui, en temps de crise, comme on a vécu, tu peux lâcher un coup de téléphone puis dire, toi, comment tu as fait ça puis ça, parce qu'on va s'entraider, là. Exactement. Oui, dans le fameux livre que j'ai traduit, Mon masque à oxygène en premier, Kevin Lawrence s'est dit toujours c'est important d'avoir ta liste, tu sais, on appelle ça le génie sur demande. Mais c'est qui les 20 personnes qui ont des compétences vraiment complémentaires à toi que tu peux appeler sur demande? Puis c'est vrai que la Chambre va créer ça, ce lien-là d'un avocat, un comptable, tu sais, tout ce réseau-là interconnecté que, tu sais, tu as le numéro de cellulaire, ça file pas, ne serait-ce qu'un psychologue, whatever, peu importe, là, tu sais, là. Puis c'est un beau... puis il y a une belle qualité, je pense, aussi d'entrepreneurs qui se joignent dans des réseaux actifs comme ça. Puis comme tu dis, faut pas voir ça comme la typique chambre de commerce avec la carte d'affaires. Moi, je pense tout le temps au film Closing Bar. C'est qu'on a la même affaire, hein, tu sais. Quand tu le temps à Gérard qui s'en va là, c'est pas ça pantoute, c'est ça que tu viens de nous démontrer, c'est assez clair. Puis en plus, mais j'aime le côté aussi que tu amènes, le côté personnalisé. Donc, peu importe si on peut avoir un impact, on va avoir un impact sur un entrepreneur, peu importe dans la région dans laquelle vous êtes, c'est de se rendre à cette chambre de commerce-là, qui est une belle porte d'entrée, puis après, vous pouvez choisir ce qui vous intéresse. Là, exactement. Après ça, tu sais, c'est pas tout le monde qui a les mêmes intérêts, mais en tout cas, pour moi, là, je pense que de faire partie de sa communauté, de s'impliquer dans sa communauté,
c'est la base. On dit souvent une entreprise, on veut que ce soit un bon citoyen corporatif, mais c'est en partant, il faut que tu saches qu'est-ce qui se passe dans ta communauté. T'sais. Puis ben, le futur est là, puis il y a un gros trend aussi qui s'en vient, une tendance qui s'en vient. Là, quand on parle de B Corp, la certification B Corp, que tu as un impact social, on entend de beaucoup plus parler, mais déjà d'arriver dans un réseau comme ça. Y a-tu quelque chose, Cynthia, que tu aurais aimé qu'on parle en dehors de la chambre ou peu importe, là, ne serait-ce que les sujets des entrepreneurs, mais quelque chose que tu dis, garde, ça, j'aurais aimé ça, parler de ça. On a fait beaucoup de sujets, là. J'essaie d'avoir s'il y a quelque chose qu'on n'a pas touché, mais je pense qu'on a touché beaucoup de choses. Oui, on a touché beaucoup de choses. OK. Fait que moi, ma prochaine question. Oui. Quelles sont les ambitions pour la Chambre? Parce que là, vous êtes hyper dynamique. Là, le nombre de personnes a doublé, le nombre de comités, de propositions a doublé. Oui. C'est quoi ta vision de la Chambre? Mettons, là, je te dis, le grand rêve, là, dans 10 à 30 ans, c'est quoi? Mais c'est drôle que tu me poses cette question-là parce qu'on a fait l'exercice avant la pandémie, puis là, on est en train de le refaire, puis ça va... il nous reste quelques alignements à faire encore pour voir collectivement c'est quoi notre grand rêve avec le CA, tout ça, mais je pense que ce volet-là, on a parlé tantôt de soutien aux entreprises, c'est un nouveau volet à la Chambre quand même, c'est assez récent. Puis je pense que ce côté-là nous colle beaucoup comme équipe et comme gouvernance actuellement, puis c'est quelque chose qu'on voudrait faire exploser. Fait que quelle façon encore, je pense que c'est là où on est en train de finaliser, ça sera quoi finalement dans 10 ans ou dans 30 ans? Mon Dieu, c'est difficile de se projeter dans 30 ans. Présentement, on a de la misère à décider pour demain, présentement. Mais l'alignement stratégique est d'être encore plus dans le support et l'accompagnement de l'entrepreneur. Oui. Encore, comme une coche de plus, c'est pas juste du réseautage, c'est pas juste de la mise en relation, c'est pas juste redonner à la communauté, c'est vraiment de prendre l'entrepreneur. Soutien aux entreprises et puis le volet projet collectif. Donc, faire exploser le volet projet collectif. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup, le projet collectif, dans des associations étudiantes, dans des écoles, dans des associations sportives, mais drôlement, on le voit pas nécessairement dans la portion genre d'affaires, de se faire des projets collectifs ensemble. On parle de coopérative, mais on parle pas de travailler le projet collectif. Donc, on fait des projets collectifs à petite échelle, mais s'il y avait un rêve que j'aurais, ce serait que la notion de projet collectif, ça devienne un naturel pour l'entreprise, puis que la Chambre de commerce, ça soit la porte d'entrée pour mettre en place un projet collectif entrepreneurial ou d'affaires dans la communauté. Oui, pour connecter tout de suite encore plus rapidement. Puis quoi de mieux que de faire un projet pour apprendre à se connaître, tu sais, parce que faire du réseautage, mais là, tu embarques dans un projet collectif, tu grandis. Fait que oui, c'est brillant, j'aime ça. De partager des ressources, de partager de la main-d'œuvre, de partager... Tu sais, il y a plein de choses là, qu'on peut faire collectivement si on arrête de penser individuellement, là. Tellement, oui. Puis ça aussi, on parle, tu sais, puis individuellement et l'isolement aussi, tu sais, il y a souvent l'isolement de l'entrepreneur que là, t'amènes dans cette vision-là. Puis je pense que probablement que la pandémie va amener encore plus ce besoin-là. Oui. On parle de pénurie de main-d'œuvre, on parle de pénurie de ressources, on parle de l'environnement, mais... est-ce qu'on a tout le monde besoin d'avoir une personne pour chaque poste dans chaque entreprise? Est-ce qu'on a tout le monde besoin d'avoir le même matériel? Le déchet d'un peut devenir aussi la matière première de l'autre. Il y a plein de choses à faire, là. J'aime ça, c'est brillant. Ouais. Alors, si les gens veulent rejoindre la Chambre, c'est quoi le meilleur moyen? Est-ce que c'est le site web? Est-ce que c'est... Oui? Fait que c'est site web, ccitb.ca. Toutes les informations sont là. Évidemment, il y a moyen de nous joindre. Il y a un chat sur le site web. Il y a moyen de nous lâcher un coup de fil. On se fait une rencontre virtuelle. On est super humains. Ça nous fait toujours plaisir de parler, de rencontrer les gens, et puis, bientôt en chair et en os, là, mais en attendant, on est très sympathique en virtuel aussi. C'est sûr, c'est sûr. Écoute, je te remercie infiniment de ton temps. C'était vraiment... Écoute, moi, je suis membre de la Chambre, mais j'en ai appris plein parce que je me rends compte que je ne m'implique pas assez. Là. Tu sais, je fais du mentorat, là, mais il y a bien d'autres affaires que je peux faire. Fait que j'ai appris plein de choses. Fait que merci infiniment. J'adore
ta vision, la façon de voir les choses, puis mais de l'amener dans une réalité d'entrepreneur, je pense que c'est la grande force de la Chambre. Donc, bravo et merci à toi. Merci beaucoup, Cléo. Tous les autres épisodes d'Histoire d'hypercroissance sont disponibles en format audio sur les principales plateformes de podcast et en vidéo sur YouTube. Pour du contenu exclusif, rendez-vous sur la page LinkedIn Hypercroissance ou sur le site hypercroissance.com. Au plaisir de vous y retrouver très bientôt.